fin juin 1965, deux chasseurs à réaction MiG-17 tournoyaient au-dessus des débris fumants d'un Phantom F-4 abattu en plein territoire nord-vietnamien, le tout premier de son type détruit pendant cette guerre. Quelque part en dessous, dans l'épaisse jungle tropicale, un pilote américain se cachait désespérément en attendant les secours. Les pilotes des MiG s'attendaient à ce qui arrivait habituellement dans ces situations, à savoir des escadrons entiers de fantômes hurlants fonçant vers eux à plus de 2 fois la vitesse du son pour venger leurs camarades tombés au combat. Mais au lieu de cela, ils entendirent un son qui n'avait absolument rien à faire dans le ciel de 1965, le grondement profond et tonitruant d'hélices massives tournant à pleine puissance. 4 Douglas A1 Skyraider surgirent soudainement à travers les nuages bas. Ces bêtes à ailes droites, venues d'une autre époque, peintes de couleurs vives, grinçaient péniblement dans le ciel à peine 200 nœuds, tandis que les jets modernes filaient à plus de 1000 km/h. Les pilotes des MiG pouvaient clairement voir qu'ils étaient lourdement chargés, volant bas et lentement, avec des points d'emport gonflés sous leurs ailes. En gros, des cibles parfaites pour des chasseurs à réaction agile. Ce que les pilotes des MiG ne savaient absolument pas, c'est que ces avions à hélices complètement dépassés avaient un sale tour dans leur manche, et qu'ils allaient la prendre de la manière la plus brutale qui soit. En mars 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale se refermait sur l'Allemagne de toutes les directions, un prototype décolla d'une piste du sud de la Californie. Piloté par le pilote d'essai Laverne Brown, le modèle désigné XBT-2D-1 ne transportait aucune bombe ni aucun canon, seulement le poids des espoirs de la marine des États-Unis pour un avion d'attaque de nouvelle génération. Conçu au milieu de l'année 1944 par le légendaire concepteur Ed Heinemann de la Douglas Aircraft Company, le modèle rebaptisé Douglas A1 Skyraider était un avion monoplace inhabituellement grand, construit autour du moteur Wright R3350. Spécifiquement conçu pour offrir une longue portée opérationnelle, des charges utiles lourdes et des performances d'élite sur porte-avions. Bien que le A1 soit entré en service un peu trop tard pour voler contre l'Allemagne ou le Japon impérial, en 1950, les premiers Skyraider arrivèrent sur la péninsule coréenne où une nouvelle guerre venait d'éclater. À cette époque, l'ère des jets avait déjà pris le contrôle des cieux. Les F-86 Sabre et les MiG-15 s'affrontaient à haute altitude au-dessus de la Corée. Dans ce contexte moderne, beaucoup pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant que le Skyraider, un gros avion lent et propulsé par un moteur à piston, ne soit retiré du service. Il gagna même un surnom qui en disait long, SPAD, un clin d'œil aux chasseurs français en bois et toile de la Première Guerre mondiale. Lorsque le capitaine du corps des Marines, William C. Smith, posa pour la première fois ses yeux sur un Skyraider, habitué qu'il était à piloter l'iconique Vought F-4U Corsair, il ne fut absolument pas impressionné. Cependant, après une introduction de 4 heures au modèle, le pilote déclara que son opinion avait fait un virage complet et qu'après cette première semaine, il n'y avait aucun doute que leurs AD étaient les meilleurs avions au monde pour ce travail. Avec les réservoirs internes et largables combinés, le SPAD pouvait rester en vol pendant près de 10 heures complètes. Mais ce qui rendait vraiment le A1 redouté, c'était sa puissance de feu dévastatrice. Avec 4 canons de 20 mm intégrés dans les ailes et 15 points d'emport alignés le long des ailes et du fuselage, cet avion pouvait transporter jusqu'à 8000 livres de bombes, roquettes, torpilles, nacelles de canon, fusées éclairantes ou réservoirs supplémentaires. À une occasion mémorable, un pilote décolla avec plus de 27 000 livres de carburant et de munitions, au même niveau qu'un transport C-47 complètement chargé. De plus, les ailes repliables du type économisaient un espace précieux sur les ponts de porte-avions surpeuplés, son train d'atterrissage absorbait les appontages brutaux, et ses commandes hydrauliques donnaient au pilote une précision remarquable dans les virages serrés ou les piquets raides. Gros, grouillant et armé jusqu'aux dents, le Skyraider n'était pas joli, mais il fonctionnait sacrément bien. Peu après son arrivée en Corée, le Skyraider commença à se forger sa réputation de cheval de bataille indestructible. Les missions variaient du soutien aérien rapproché aux attaques contre des cibles industrielles lourdement défendues, comme les centrales électriques, les gares de triage, les tunnels et les ponts stratégiques. Le modèle était également connu pour sa polyvalence, et les variantes pouvaient effectuer des attaques de nuit, du brouillage électronique et du soutien par fusée éclairante. Le A1 avait également une réputation pour sa précision chirurgicale. Dans les vallées montagneuses escarpées, où les jets plus rapides avaient du mal à obtenir des tirs nets, les pilotes de Skyraider utilisaient le bombardement par cabrage et les passages à angle élevé pour poser leurs munitions exactement sur la cible. Les SPAD participèrent même à la frappe contre le barrage d'Hwachong, larguant des torpilles aériennes à travers un réservoir étroit sous un feu nourri. Le 16 juin 1953, le major George H. Linemeyer
et l'adjudant-chef Vernon S. Kramer effectuaient une patrouille en Skyraider lorsqu'ils repérèrent un Polykarpov PO-2 nord-coréen, un biplan lent à structure en bois flottant dans la brume. Connu sous le nom de Charlie du contrôle au coucher par les troupes des Nations Unies, les PO-2 étaient une nuisance constante, larguant des grenades avec une précision troublante. Ce matin-là, Linnemeyer poussa les gaz, se rapprocha derrière le biplan et ouvrit le feu. En une brève rafale, les puissants canons du SPAD déchirèrent les ailes du PO-2 et l'envoyèrent dégringoler du ciel, marquant la seule victoire RR enregistrée du type pendant la guerre de Corée. Au moment où le cessez-le-feu fut signé, 128 Skyraiders avaient été perdus, dont 101 au combat et 27 dans des accidents. Après le conflit coréen, alors que la technologie progressait à un rythme sans précédent, le Skyraider semblait destiné à la retraite, jusqu'à ce qu'un type de guerre entièrement différent le rende à nouveau indispensable. Au moment de la guerre du Vietnam, bien que le A4 Skyhawk soit devenu l'avion d'attaque principal des porte-avions, il y avait un gros problème. Aucun jet américain n'était autorisé à opérer dans l'espace aérien vietnamien au début du conflit, une limitation destinée à éviter les gros titres sur une intervention militaire directe. En septembre 1960, l'administration Eisenhower reconnut que le A-1, toujours capable mais n'étant plus à la pointe de la technologie, était le choix parfait pour ce nouveau conflit. Cette même année, la marine des États-Unis commença à transférer certains de ses Skyraiders à l'armée de l'air sud-vietnamienne, fournissant finalement plus de 350 avions. L'un des premiers pilotes à faire l'expérience du vol sur ce modèle fut Nguyen Cao Ky, futur Premier ministre du Sud-Vietnam. Comme il le rappela plus tard, jamais il n'avait piloté un avion aussi puissant, et en descendant la piste, le Skyraider était comme un tigre bondissant dans le ciel, et il fallut toute la force de ses 2 bras et jambes pour établir le contrôle. Et au moment où il avait stabilisé l'altitude, il se trouvait déjà à 12 000 pieds. En novembre de cette année, des pilotes loyalistes de Skyraider aidèrent à écraser une tentative de coup d'État, volant bas au-dessus de Saigon et pilonnant les positions rebelles, démontrant qui contrôlait l'espace aérien de la capitale. Pourtant, seulement quelques mois plus tard, en février 1962, 2 de ces mêmes pilotes retournèrent leurs avions contre le gouvernement. Rompant la formation pendant un vol de routine, ils alignèrent le palais présidentiel dans leur viseur, percèrent le toit avec des bombes et arrosèrent le bâtiment avec des tirs de canon dans une tentative d'éliminer le président Ngo Dinh Diem, mais échouèrent. Le Skyraider entra officiellement au combat sous commandement de la marine en juin 1964. En août, les porte-avions Ticonderoga et Constellation lancèrent l'opération Pierce Arrow, les toutes premières frappes aériennes américaines sur le Nord-Vietnam suite aux attaques signalées dans le golfe du Tonkin. Plusieurs Skyraiders participèrent à ces frappes initiales, touchant des installations de stockage de carburant et des installations navales le long de la côte. Parmi les pilotes lancés ce matin-là, se trouvait l'enseigne de vaisseau Richard C. Sader de l'USS Constellation, chargé de détruire les vedettes de patrouille. Lors de sa 3e passe au-dessus du port de Lok Chou, il commença sa course d'attaque en volant bas avec les roquettes armées. Juste à ce moment, la défense antiaérienne éclata depuis le rivage. Une rafale attrapa parfaitement son Skyraider, une fumée noire commença à se déverser du moteur, provoquant le basculement violent de l'avion qui plongea dans les eaux du port. Le pilote Sader devint la toute première victime de l'aviation navale au Vietnam. Seulement quelques jours avant cette mission fatale, il avait écrit chez lui disant qu'il irait au combat parce que c'était la chaux pour laquelle il avait été formé. Alors que les combats s'intensifiaient, l'armée de l'air des États-Unis utilisa les Skyraiders pour fournir le soutien aérien rapproché que les jets ne pouvaient offrir. Cependant, lorsque le centre de guerre aérienne spéciale commença à tester l'avion, les responsables rencontrèrent un obstacle majeur, la production avait cessé en 1957. La solution vint par la coopération interservices, l'armée de l'air organisant l'achat de tous les avions excédentaires des inventaires de la marine et du corps des marines. Une fois que les pilotes de l'armée de l'air eurent mis la main sur le Skyraider, ils rejoignirent les aviateurs de la marine dans la chasse au convoi de camions le long de la piste Ho Chi Minh, le réseau d'approvisionnement communiste vital qui serpentait à travers le Laos et le Cambodge. Pour ces missions d'interdiction nocturne, l'avion devint un arsenal volant, avec un chargement typique comprenant un minigun de 7,62 mm monté sur la ligne centrale qui pouvait déverser 6000 coups par minute, 6 stations remplies de bombes à fragmentation antipersonnel, 2 points d'emport transportant des bidons de napalm de 500 livres, 2 autres stations chacune chargées de 19 roquettes à haut explosif, plus une autre paire montée avec 7 roquettes de marquage au phosphore blanc. D'autres options incluaient 4 fusées éclairantes à parachute de haute intensité pour transformer la nuit en plein jour, et 800 coups de munitions de canon de 20 mm.
Les emports restants transportaient les réservoirs de carburant auxiliaires nécessaires pour maintenir cette plateforme d'armes de 25 000 livres en vol pendant des heures. Le plus choquant était que les Skyraiders effectuaient ces missions dans l'obscurité totale, sans radar pour percer la canopée, sans infrarouge et sans vision nocturne. Les pilotes, volant généralement en groupe de 4, naviguaient uniquement à la lumière de la lune et aux éclairs des bouches de canon, larguant leurs munitions en se basant sur l'expérience et l'instinct. Selon le commandant George Carleton, c'était un difficile jeu du chat et de la souris, car à la première indication de leur présence, les camions coupaient leur lumière et se dirigeaient vers des fossés pour se cacher. En 1965, le Skyraider était une conception vieille de 20 ans, essentiellement une relique. Au cours de ces 2 décennies, la technologie avait évolué des moteurs à piston aux turbines à réaction jusqu'à des vitesses dépassant 2 fois la vitesse du son. Comme on pouvait s'y attendre, les pilotes de A1 recevaient beaucoup de moqueries de leurs homologues de l'ère des jets. On disait qu'ils avaient une jambe surdimensionnée à force de lutter contre la pédale de gouvernail et une chance plus grande de glisser dans une flaque d'huile que de se faire abattre. Néanmoins, en février, en réponse aux attaques du Viet Cong contre les bases américaines, les SPAD sud-vietnamiens et américains franchirent la zone démilitarisée pour frapper les bases ennemies. Nguyen Cao Ky, devenu vice-maréchal de l'air, mena une formation de 24 de ces modèles directement dans les dents des emplacements antiaériens. En réponse, les tirs de barrage ennemis déchirèrent chacun des A1. Pas moins de 4 balles traversèrent la propre cabine de Ky, une l'effleurant alors qu'il levait instinctivement son bras pour protéger son visage du verre qui explosait, tandis que 2 autres pilotes subirent des dommages catastrophiques et s'éjectèrent au-dessus de la mer de Chine. Moins de 2 semaines plus tard, lorsqu'une nouvelle tentative de coup d'État éclata à Saigon, le vice-maréchal Ky brouilla ses Skyraiders, tandis que ses compatriotes diffusèrent un message aux forces rebelles, se rendre ou faire face à un bombardement. Alors que les négociations traînaient, 8 SPAD, chargés de 32 tonnes de roquettes capables de raser des pâtés de maison entiers, orbitèrent de manière menaçante au-dessus de Saigon pendant des heures, prêts à déchaîner leurs munitions au premier signe de mouvements hostiles. L'effet psychologique fut si immense que les commandants rebelles abandonnèrent, permettant aux chars loyalistes de rouler dans la ville sans opposition. Le 20 juin 1965, le crash de la catapulte tribord heurtant le frein à eau servit de réveil pour le lieutenant Clinton B. Johnson à bord de l'USS Midway. Après des semaines d'opérations épuisantes au-dessus du Nord-Vietnam, l'escadron d'attaque 25 avait finalement obtenu un arrêt mérité. Le plan était de se reposer, dormir et peut-être regarder un film. Mais à midi, la nouvelle arriva qu'un Phantom F-4C de l'armée de l'air venait d'être abattu par un MiG-17, le tout premier jet américain perdu face à des chasseurs ennemis. Avec un membre d'équipage vivant au sol, l'alerte de sauvetage retentit. Bien qu'ils soient principalement des avions d'attaque, les Skyraiders étaient devenus le choix préféré pour les missions d'escorte de sauvetage. Alors que l'alerte résonnait, Johnson et ses collègues pilotes s'équipèrent et montèrent dans leur A1, seulement pour se faire dire qu'un autre escadron avait déjà pris la mission. Ce cycle frustrant se répéta 2 fois de plus, jusqu'à ce que finalement à 18h, 4 Skyraiders décollèrent, le lieutenant-commandant Ed Greathouse menait avec l'enseigne Jim Lynn sur son aile, tandis que le lieutenant Johnson volait comme chef du second élément, avec l'enseigne Charlie Hartman à ses côtés. La chaleur était si extrême que la condensation coulait des extrémités de leurs ailes. 70 miles à l'intérieur des terres, Greathouse se retourna soudainement en vol inversé dans un piqué presque vertical, et Johnson le suivit instantanément en armant ses armes. Puis sans avertissement, une pluie de roquettes non guidées passa en sifflant, l'une détonnant assez près pour secouer violemment les avions de Greathouse et Lynn. 2 jets plongèrent depuis les hauteurs en attaquant sous des angles opposés. Le premier, peint en argent avec des marquages rouges, passa en trombe devant Johnson et Hartman pour poursuivre Greathouse, tandis que le second MiG se verrouilla sur Johnson par derrière, ses canons crachant le feu. Voyant cette situation, Johnson tira le Skyraider dans le virage le plus serré qu'il pouvait gérer, sachant que l'avion à hélice pouvait surpasser n'importe quel jet en virage serré. Effectivement, le MiG poursuivant essaya de correspondre au virage, mais ne put le maintenir et glissa au-delà, juste au moment où Hartman tira une rafale rapide. Dans le chaos, Johnson perdit le contact visuel avec Greathouse, mais le repéra ensuite bas au-dessus des arbres, jinkant alors que le premier MiG se rapprochait. Johnson ouvrit le feu, essayant de briser la course d'attaque. Bien que ses obus manquèrent, ils firent le travail, le MiG rompit et vira brusquement, se balançant pour faire face à Johnson et Hartman de front. Pendant une seconde, les deux camps foncèrent l'un vers l'autre. Johnson et Hartman ouvrirent le feu ensemble, leurs canons illuminant le ciel. La verrière du MiG-17 se brisa en 1000 morceaux, puis dans un dernier mouvement, le jet se retourna complètement et s'écrasa sur le flanc de la colline dans une boule de feu. Après avoir tourné au-dessus de l'épave,
La voix de Grithouse crépita dans la radio demandant ce qu'il pensait faire en s'attardant dans l'espace aérien hostile. Avec cela, les 4 Skyraiders tournèrent vers la côte. Ce n'est qu'alors que le poids de ce qui venait de se passer commença à s'enfoncer dans leurs esprits. 4 chevaux de bataille vieillissants à moteur à piston venaient d'affronter des chasseurs à réaction moderne et avaient gagné. Lorsque la nouvelle de la victoire atteignit le Sud-Vietnam, le vice-maréchal Kay ne perdit pas de temps pour féliciter les pilotes. Selon Johnson, il leur dit que leur exploit avait considérablement remonté le moral dans tous les escadrons sud-vietnamiens. Il s'avéra que le vieux SPAD n'était finalement pas si mauvais. L'un des rôles principaux que le Skyraider assuma sous le commandement de l'armée de l'air fut la recherche et le sauvetage au combat. Volant sous l'indicatif Sandy, ces A1 fournissaient une couverture armée pour les hélicoptères, marquaient les positions ennemies avec du phosphore blanc, pilonnaient les emplacements de canons et dirigeaient l'ensemble de l'effort de sauvetage depuis les airs. Le pilote principal Sandy 01 coordonnait l'opération tandis que ses ailiers volaient en circuit de protection, prêts à déchaîner leurs charges sur tout ce qui bougeait. Pour les pilotes abattus saignant dans la jungle ou dérivant dans des eaux infestées de requins, le seul son plus bienvenu que le battement d'un hélicoptère Jolly Green Giant était le grondement bas et régulier de ce moteur Wright R3350. Et les pilotes de SPAD étaient heureux de le faire. Comme le capitaine John Flynn le déclara, cette affaire de sauvetage est la meilleure opération la plus gratifiante de toute la guerre. En mars 1966, lors d'une mission au-dessus de la vallée d'Achau, le pilote-major Dafford Myers, surnommé Jump, appela à l'aide après que son SPAD se soit écrasé sur une piste à l'intérieur d'une base envahie par l'ennemi. Après avoir appris que les troupes ennemies se trouvaient à seulement 20 yards de l'épave et que l'hélicoptère était encore à une demi-heure, le major Bernard Fisher, surnommé Bernie, pressa son micro et dit ce que personne ne s'attendait à entendre. « Je vais y aller. » Lors de sa première approche, Fisher dut renoncer, car la piste était trop encombrée. Lors de la seconde, il descendit bas, en absorbant des tirs de fusil sur tout le trajet. Il toucha le sol juste au-delà du site après avoir retourné l'avion et roulé vers Myers. En ralentissant, Myers grimpa sur l'aile, seulement pour que le souffle de l'hélice le fasse tomber. Après que Fisher eut coupé les gaz, il réussit à monter dans le siège droit, et ils décollèrent en évitant les débris et le feu ennemi. En atterrissant à Pleiku, un total de 19 impacts de balles fut trouvé. Pour cette mission héroïque, Fisher devint le premier pilote de l'armée de l'air de la guerre à recevoir la médaille d'honneur. Des missions comme celle de Fisher ne firent que sceller ce que chaque pilote en péril savait déjà. Les équipages Sandy viendraient les chercher, peu importe les risques. Comme un pilote de F-105 le formula, si un Sandy entrait dans le bar, il aurait du mal à payer pour une boisson. Le 9 octobre 1966, 4 SPAD du VA-176 décollèrent de l'USS Intrepid pour couvrir un fantôme abattu près de Hanoï, seulement pour être accueillis par 4 MiG-17. Volant dans la position numéro 4, l'enseigne Tom Patton repéra un MiG grimpant juste au-dessus des arbres, complètement inconscient qu'il était chassé. Se rapprochant, l'Américain tira une rafale de canon de 20 mm et suivit avec une paire de roquettes Zuni. Le MiG plongea dans les nuages et Tom Patton ne vit jamais le pilote s'éjecter. Cet exploit marqua la toute dernière fois qu'un chasseur à hélice abattit un jet et le pilote reçut la Silver Star. À ce moment-là, la course du Skyraider comme avion de première ligne était arrivée à son terme. Dans les années précédant cela, la marine avait commencé à déployer le A6 Intruder et le A7 Corsair II, des successeurs propulsés par turbine qui n'avaient pas besoin de l'essence d'aviation que le Skyraider brûlait. La dernière sortie de combat de la marine avec un A1 eut lieu en février 1968, lorsque le lieutenant Ted Hill effectuait une mission de soutien aux Marines à Khe Sanh. Les SPAD de l'armée de l'air effectuèrent leur dernière mission à la fin de 1972, puis transférèrent tous les avions au sud vietnamien. Ces Skyraiders volèrent jusqu'au tout dernier jour en mitraillant les colonnes qui avançaient, bombardant les ponts et évacuant même des civils jusqu'à la chute de Saigon en 1975. Un total de 144 pilotes de Skyraider et 266 avions furent perdus au Vietnam, la plupart sous le feu au sol, 5 abattus par des missiles sol-air et 3 victimes de combats aériens. Parlant du bilan incroyable de l'avion malgré ses lacunes technologiques, Richard E. Drury déclara qu'il pilotait des anachronismes à travers un monde supersonique, goûtant les orages à 8000 pieds quand un SR-71 atteignait 3 fois la vitesse du son au-dessus de 70 000 pieds. Que c'était une situation ridicule, mais qu'il applaudissait car certains des vols les plus grands et les plus dangereux et les plus héroïques jamais réalisés se firent dans de vieux A1 Skyraider. En dehors des États-Unis, le Skyraider connut un service bref mais efficace parmi plusieurs nations alliées. Au début des années 1950, la Royal Navy britannique acquit 50 modèles configurés pour l'alerte aérienne avancée avec des radars. Ces avions volèrent depuis des porte-avions, tels que le HMS Eagle,
et l'Albion pendant la crise de Suez en 1956. Et bien qu'ils furent retirés en 1962, leur système radar fut réinstallé dans l'Avro Shackleton, qui resta en service jusque dans les années 1990. La Suède acheta 14 de ces modèles britanniques dans les années 1960, les dépouillant de leur équipement de combat et les reconvertissant en remorqueurs de cibles pour l'entraînement. Plus remarquablement encore, entre 1956 et le début des années 1970, l'armée de l'air et la marine française exploitèrent plus d'une centaine d'anciens Skyraider de la marine américaine, beaucoup modifiés en plateforme d'attaque monoplace. Déployés pour la première fois en Algérie pendant la guerre d'indépendance, ils transportèrent des bombes, des roquettes et du napalm dans des opérations de contre-insurrection et volèrent plus tard lors de missions au Tchad, à Djibouti et à Madagascar. Dans certains cas, ils larguèrent des fournitures. Dans d'autres, ils jetèrent à la main des bouteilles en verre, destinées à terroriser les combattants ennemis par le sifflement qu'elles produisaient. Après que la France les eut retirés, plusieurs avions continuèrent à voler pour des États alliés dans des conflits régionaux à travers l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Au total, la Douglas Aircraft Company produisit plus de 3000 Skyraider en près de 30 variantes, adaptées pour des missions allant du soutien aérien rapproché et de l'interdiction nocturne à la guerre électronique, la reconnaissance, l'alerte avancée et la recherche et sauvetage. Pendant près de 3 décennies, il vola depuis des bases terrestres et des ponts de porte-avions, par tous les types de temps, dans presque tous les théâtres où les forces américaines opérèrent. Un avion à moteur à piston conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, le Skyraider servit jusqu'à l'ère du F-14 Tomcat et du SR-71 Blackbird. Longtemps après que des jets plus rapides et plus élégants furent venus et repartis, le A1 Skyraider, peut-être le meilleur avion d'attaque de tous les temps, continua à faire le travail exactement comme il fallait, jusqu'à ce que plus personne n'en ait besoin. Si cette histoire du monstre à hélice qui terrorisait les jets supersoniques vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne, à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires sur les machines de guerre légendaires qui ont marqué l'histoire de l'aviation militaire mondiale.